les musiciens, sur le plan international, passaient le mot. Ouais. Aux autres, disant, ouais. c'est pas un gros festival, c'est un petit festival, c'est le plus grand des petits festivals. Exact. Sauf que l'accueil est chaleureux, puis les fait. gens sont fins, puis ils sont accueillants. C'est en 1986, dans la pénombre d'un bar, qu'émerge l'idée audacieuse de tenir un festival de jazz à Rimouski. Portés par l'enthousiasme et la témérité, ces 6 jeunes professionnels passionnés de jazz prendront le pari risqué de tenir cet événement ambitieux en région. Sans le savoir, ils mettaient la table à une tradition qui se poursuivra par la suite à chaque automne depuis 1986, alors que la ville vit au rythme de la musique. Solange Morissette se souvient de la création du Festival international de jazz de Rimouski. C'est un grand plaisir pour moi de te rencontrer, Solange, et de faire une entrevue avec toi à propos, évidemment, des débuts du Festival Jazz de Rimouski. On va tout de suite déterminer une chose, c'est qu'on se tutoie. On est des vieux copains. La question que je vais te poser d'entrée de jeu, est-ce que tu aurais pu imaginer à l'époque qu'un jour, toi et moi, on allait se retrouver après 35 ans pour discuter du Festival Jazz de Rimouski des débuts? Ah non, mais écoute, à moins d'avoir un troisième œil, c'est impossible. Surtout une gang de chums comme ça autour d'une bière qui sont en train de regarder Jean Rabouin jouer du blues. Puis là, on s'est dit, pourquoi il faut toujours aller à Montréal, tu sais, pour pouvoir aller voir du jazz? Mais jamais j'aurais imaginé ça. Écoute, on faisait ça, nous autres, pour le trip, pour le plaisir. Puis pour qu'il se passe quelque chose, on avait 30 ans. On était compétents, chacun dans nos domaines, je pense, en tout cas. Mais au début là, de la trentaine, où est-ce que tout est possible? Là, bien, tu viens d'en faire allusion. Ça s'est décidé autour d'une table dans le cadre d'un spectacle que Jean Rabouin donnait, hein, c'est ça? Oui, au Barreau. Le bar, à l'historique Barreau, qui rassemblait toute la jeunesse rimousquoise dans les années 80, milieu des années 80, où il se passait beaucoup d'expérimentation culturelle aussi. On a vu là des choses qu'on ne pouvait pas voir ailleurs, qui étaient dans un site marginalisé un peu, mais où tout le monde était. Alors, on était à un spectacle de Jean Rabouin, puis on regardait ça, puis on prenait une bière. Puis là, moi, j'étais aussi dans une peine d'amour incommensurable, la pire d'une vie, là. Tu sais, la grosse peine d'amour. Exutoire, hein, c'est ça? Exactement. Puis là, je me cherchais quelque chose pour positiver mon énergie, parce que là, je n'étais pas capable de canaliser ça. Alors, autour de la table, j'ai dit, hey, si on partait pas à un événement, ça serait le fun, hein? Si on partait à un événement, on pourrait partir à un festival de jazz. Tu as eu l'intelligence de t'entourer aussi de personnes compétentes. Ou le pif. Ou le pif à l'époque. Oui, je ne vais pas manquer mon coup, je suis orgueilleuse un petit peu quand même. Non, mais c'est vrai que j'avais un talent de rassembleuse aussi, d'aller chercher ce monde-là qui était dans leur force, là, dans le meilleur de leur carrière aussi. Là. On a une photo. Moi, je vais partir de gauche à droite. Il y a Claude Mongrain qui était, lui, animateur socioculturel du Cégep, et lui, il en avait des contacts aussi parce qu'il faisait venir tous les artistes dans la salle Georges Beaulieu. Alors lui, les agences à Montréal, il connaissait toutes. Il y avait Jean Laporte, qui était directeur des communications pour l'Est du Québec, pour Radio-Canada. André Pérusse, qui était vraiment dans le milieu underground aussi, de la culture rimousquoise. Louise Nadeau, qui était la théâtre de la Gaspésie dans ce temps-là, ou à Maison de la Montagne. En tout cas, elle était en tourisme. Conjointe de Jean Laporte. Puis elle avait vraiment le sens des chiffres, là. Puis c'est ça qu'on avait besoin aussi. Quelqu'un qui garde un petit peu les rênes autour de nous, parce qu'on aurait pu dépenser, malgré qu'on n'avait pas une scène. On ne pouvait pas dépenser grand-chose. Donald O'Farrell, qui lui était vraiment un fervent de jazz, et Éric Lebel, qui à ce moment-là travaillait dans un ministère fédéral, puis il était aussi aux communications. Donc, il aimait le jazz, Éric aussi. Il aimait le jazz. Donc, c'est sûr que si le jazz te tombe sur les nerfs, n'embarque pas dans cette équipe-là. Mais en même temps, on n'était pas non plus des professionnels, puis vraiment des gens qui étaient versés beaucoup dans le jazz, mais on aimait le feeling, de la spontanéité, de l'improvisation, des mélanges aussi, parce que le jazz, c'est des regroupements de toutes sortes de monde qui improvisent ensemble. Dans le fond, le jazz, pour les initiés, bien sûr, c'était un genre très, très apprécié, mais au Rimouski de l'époque, c'était pas évident, là.
On se cassait. C'était vraiment un casse-gueule, là. Ben oui. Mais au début, il y a encore du monde qui appelait ça le Festi Jazz. Oui, bon, comme les dents de la mer. Ben, comme les dents de la mer. Par les contacts que vous aviez avec le Festival de jazz de Montréal, ça a pu faciliter, justement, le fait de trouver aussi des grands noms. Bien, on est allé les rencontrer, en plus, à Montréal. Claude Mongrain, Louise Nadeau, puis moi, on est allé rencontrer les grands bons du jazz à Montréal. On était bien impressionnés. Puis là, on est assis. Puis là, il y a quelqu'un qui dit dans leur groupe, là, qui n'était pas André ni Alain, qui dit c'est pas parce qu'on met 3-4 barrières d'un champ qu'on organise un festival qu'on appelle ça un festival de jazz. Ils nous avaient comme vraiment reçus. Bon, on n'était pas des compétiteurs, mais fait que là, on les avait quand même renvoyé un petit peu la balle. Là. Puis Claude, qui était un gros acheteur de shows de chez Spectra du temps, il avait quand même un pouvoir, tu sais, parce que là, il va dire moi, je te l'achète pas, Michel Rivard, si tu nous niaises de même. En tout cas, tu sais, il y avait quand même ça jouait comme ça. Un pouvoir. Tu sais. Ben, il n'y avait pas besoin de le dire. Ça passait dans le non-dit. Sauf que Alain Simard, qui était PDG de Montréal, il nous a annoncé... En fait, il faisait une entrevue à Radio-Canada avec Michel Petrucciani cette année-là. Puis l'animatrice, qui je pense était Christiane Charette, parlait avec Michel Petrucciani. Puis Alain Simard dit à Michel Petrucciani, « Ça te tenterait pas? Il y a un petit festival dans la région qui va commencer. Ça te tenterait pas d'aller jouer là? » Puis il l'avait, en fait, en ondes, en direct. Oui. C'est comme ça que vous avez pu obtenir Petrucciani pour la première année? C'est comme ça qu'on l'a su aussi, parce qu'on écoutait à la radio, puis là, on a dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Il est en train de nous booker un show pour Rimouski, puis effectivement, Michel Petrucciani est venu cette année-là à cause de cette conversation radiophonique-là entre Alain Simard et Michel Petrucciani. Donc, première année, premier gros nom, c'est parti, et pas à peu près, c'est parti en grande avec Michel Petrucciani, qui était vraiment... Que personne ne connaissait. Non, mais qui était une grosse vedette, là, dans le fond. Dans le domaine. Auprès de ceux qui c'était quand même un personnage parce qu'il avait une maladie des os qui faisait qu'il était vraiment petit. Il mesurait peut-être 3 pieds et demi, 4 pieds, pas plus que ça. Puis c'était un pianiste quand même. Quand il s'assoyait au piano, tu as l'impression où ce qu'il va chercher ça, ces grandes mains-là. Puis on avait des fins de soirée chez Pull dans l'entrepôt. C'était un entrepôt de bière. Puis lui, il avait embarqué sur le piano à 2 h du matin, assis sur une caisse de drum. Il était vraiment... Mais déjà, lors de la première édition, on sentait qu'il allait avoir cette espèce d'esprit de convivialité là, auprès des artistes et de la population aussi, ces échanges-là. C'est ce qui a fait un peu la renommée du Festi Jazz dans ces premières années, puis plus tard aussi, d'une certaine manière. Et la qualité de l'accueil, et j'allais dire l'intégration de ces gens-là dans le milieu aussi, à quelque part. Bien, puis les bénévoles, parce que les bénévoles, il y a toujours eu, peut-être pas les 2-3 premières années, mais une centaine de bénévoles à chaque édition. Ça a permis à beaucoup de gens, à beaucoup de projets aussi d'éclater, comme le département jazz au Cégep. Avec Martin Roussel. Avec Martin Roussel. Ça fait des petits, vraiment, au fil des ans, ça, d'avoir installé comme ça, puis des musiciens qui sont issus d'ici. Mer, ville, verdure, un contraste grandiose. Rimouski la calme prête sa liberté au jazz à chaque automne, le temps d'un festival. Le Cégep de Rimouski-Solange, on ne peut pas parler des débuts du Festi Jazz sans évidemment parler du Cégep de Rimouski, de la salle Georges Beaulieu où avaient lieu les premiers spectacles. C'est un établissement qui était très important à l'époque. Il l'est encore maintenant pour d'autres raisons. Là. Mais c'est sûr que c'est un lieu mythique pour le Festival de jazz de Rimouski parce que c'est pas tout à fait là que c'est parti, mais c'est là que ça a été incarné. C'est là qu'on a fait les premiers spectacles. On utilisait beaucoup la salle Georges Beaulieu. Les loges... Oui. Entre autres, je me rappelle la fois où est-ce que nos commanditaires étaient tous réunis. Premier spectacle des commanditaires, première partie avec un groupe de jazz moderne. Tu sais, qui faisait la musique avec le tuyau de balayeuse. Oui. Puis là, nos commanditaires sortaient. Puis là, je me rappelle des toilettes en arrière des loges où je suis avec Éric Lebel. Puis là, on se dit, c'est fini. Il n'y en aura plus de Festi Jazz. Nos commanditaires vont partir. On n'aura plus d'événements. Puis là, ça fait 34 ans, 33 ans de ça. Le Dixie sonne le ralliement. Le jazz est en ville. Il vient du sud des États-Unis, des rives du lointain Mississippi, comme un parent qu'on avait oublié, mais qui conserve toujours des airs de famille. Un cousin éloigné qui invite à la fête partout où il passe. Un joyeux luron qui rappelle que la nuit sera longue et qu'il vaut mieux suivre pour ne rien manquer.
On parlait un peu tantôt des anecdotes, là, évidemment, puis il y a certaines peuvent nous revenir aussi. Il y a entre autres Lorraine Desmarais, ben oui, il y a une anecdote avec Lorraine Desmarais qui se présente ici et qui faisait... On avait un spectacle programme double avec Paquito de Rivera qui joue du sax. Sauf que le pianiste de Paquito... Au Panama, dans une nuit, ils ont voté une loi, je me souviens plus c'est quoi, politiquement, le sujet de cette loi-là, mais le musicien n'a jamais été capable de partir de Panama pour s'en venir ici. Le pianiste? Le pianiste. OK. Ça fait que moi, je m'en vais voir Lorraine, qui était en test de son. J'ai dit, Lorraine, tu connais-tu un peu Paquito de Rivera? Elle dit, oui, le saxophoniste. J'ai dit, ben tu vas être sa pianiste ce soir, si ça te tente. Ça fait qu'elle dit, hein? Ben j'ai dit, là, on vient d'y parler, il s'en vient, puis il a besoin vraiment d'un pianiste, mais il a dit qu'il ferait des standards. Fait que, es-tu capable d'embarquer là-dedans? Fait qu'elle dit, oui, j'embarque là-dedans. Écoute, ça a été... Elle leur jouait avec après. Ouais. Tout ça, c'est ça, les liens que créait la musique, dans le fond, là, tu sais, de jouer avec quelqu'un, de le revoir plus tard. C'est un peu grâce à toi, dans le fond, c'est... Bien, grâce à l'ère du temps, puis au Panama, au président du Panama. Mais des anecdotes comme ça, c'est sûr. Comme la deuxième année des Gillespie. Je pense que c'est la plus mémorable, ça. Il a failli pas venir, le gars, hein? Ces musiciens sont tous rendus ici. Oui, le show est commencé. Le show est commencé. Tout roule. Lui, il était à l'aéroport de Mirabel dans ce temps-là. C'était même pas d'Orval. Ça, c'est la deuxième édition, ça, là? Deuxième édition. Okay. Puis il avait jeté son visa dans la poubelle, par mégarde, mais c'était quand même quelqu'un qui était pas mal lunatique. Il avait 72 quand il est venu, il me semble. Quel trompettiste. Puis là, on était... dans un cocktail, avant le show, Monique Vizina puis moi, Monique, dans ce temps-là, si je me rappelle bien, elle était ministre des Transports, ou en tout cas, elle avait un gros poste au gouvernement. Au gouvernement conservateur de l'époque, oui, de Mulroney. Puis elle est assise à côté de moi, puis là, il y a quelqu'un qui vient me voir, puis qui me dit, ça marche pas, Dizzy Gillespie, il y a quelqu'un qui a appelé, il a jeté son visa, il a manqué l'avion, puis c'est la vedette de la vedette. Fait que là, je compte ça à Monique, qui me dit, attends une minute, je vais faire un appel. Elle s'en va appeler le directeur de l'aéroport en disant, là, il y a un musicien qui se promène avec une trompette dans ton aéroport, envoie ça sur le prochain avion, trouve une place. Moi, je capotais, tu sais, je me disais, mon Dieu, Seigneur, le pouvoir, qu'est-ce que c'est que le pouvoir? Puis finalement, on a envoyé quelqu'un à Montjoly justement pour aller le chercher parce que là, il était trop tard, il n'y a pas de test de son, il n'y a rien. Ces musiciens jouaient depuis 3/4 d'heure, puis il est rentré, lui, comme si de rien n'était. C'était tout un spectacle qu'il avait donné aussi, malgré le fait qu'il est arrivé en retard. Ben oui, puis là, les gens étaient debout. Ils étaient debout, ils n'avaient même pas commencé à jouer, puis non, mais c'était vraiment... Ça, c'était un bon coup. L'homme orchestre du jazz depuis un demi-siècle. Celui qu'on reconnaît comme le grand libérateur du jazz en Amérique se sent maintenant chez lui, dans ses coulisses, qu'il arpente pour la première fois. Un coup d'œil à la scène, où il jouera dans quelques minutes avec 5 des meilleurs jazzmen canadiens. Dizzy Gillespie, 70 ans, cigare au coin, conserve sa spontanéité et son sens de l'émerveillement qui l'ont rendu célèbre. Gillespie, le virtuose aux joues proéminentes et à la trompette retroussée, l'image qu'on connaît le mieux de lui. Il faut bien comprendre que des festivals de ce type... Festival, il y avait celui de Montréal, mais en dehors de Montréal, là, de ce type-là, du jazz, il n'y en avait pas, ou à peu près pas. Là. Ici, c'est encore le seul festival de jazz en région, là. Après 35 ans, là, au Québec, là, il n'y en a pas. Touristiquement parlant, ça attirait quand même, en tout cas dans les 5 premières années. Après ça, moi, j'étais plus là pour compter les gens. Mais la Gaspésie, il y a beaucoup de Gaspésiens qui venaient pour cette fin de semaine-là, pour se retrouver aussi, les amis, la famille. Donc, on a vu quand même des retombées économiques grossir. Dès la première année, même, on voyait vraiment la réputation de l'événement grossir parce que quand c'est rendu que le festival fait le front page du Cahier des Arts du Soleil puis du Devoir, moi, je trouve que là, ça veut dire que les gens en ont entendu parler beaucoup, puis que c'est les gens qui te sollicitent pour pouvoir venir jouer, puis de Toronto, de New York, tu sais, on sentait le vent virer. Après la 3e année, là, mais c'est surtout Jazz à Vienne qui a fait aussi que ça a ouvert une porte. Ça m'a marqué, puis ça va me marquer, puis ça va marquer nos descendants aussi, parce que je t'explique. En 89, moi, je me disais, pour des contacts, pour les musiciens, ça serait le fun qu'on soit jumelé avec un festival, quelque part sur la planète. J'ai écrit à Montreux, j'ai écrit à Jazz à Vienne, parce qu'il y avait un de mes chums qui était passé là par hasard, qui avait dit, ils sont le fun, cette gang-là, viennent en France. Pas viennent en Autriche, viennent en France. Oui. Puis j'avais écrit à Nouvelle-Orléans.
Aucune nouvelle de Montreux, aucune nouvelle de la Nouvelle-Orléans. Puis j'avais écrit une lettre en disant, c'était au mois de mars, ça fondait, puis nous autres, on vit le printemps ici au Québec, différemment d'ailleurs. Puis j'avais signé « Bon printemps ». Je sais pas qu'est-ce que ça a fait à Jean-Paul Boutellier, à l'autre bout à Vienne, mais là, lui, ça l'a ému complètement. Ah bon? Il m'écrit une lettre en disant « Oui, je suis intéressé, on vous invite, on vous attend, 2 semaines, 2 personnes, logées, nourries. Vous êtes sur le jury du concours de jazz à Vienne. Et tous les soirs, c'est du Miles Davis, tous les grands musiciens de jazz. Donc, on est vraiment dans une pépinière de gens qui connaissent ça. Mais c'était une chance unique de pouvoir raccorder avec eux parce que, évidemment, ça vous ouvrait là, des perspectives nouvelles. Mais ça a fait des petits. Là, on est allés là-bas, Rachel et moi. Eux autres sont venus ici, Jean-Paul et Marie-Hélène. Après ça, on a échangé des musiciens. Les bénévoles sont allés. Les bénévoles de jazz à Vienne sont venus ici. Là, ça s'est multiplié. Moi, je dirais que depuis le début de ce jumelage-là, qui des fois est disparu, qui est revenu, il y a au moins 300 personnes à Rimouski qui sont concernées par Vienne. Ouais. Mais en faisant des tremplins comme ça, des pôles ciblés géographiquement de musique nichée comme ça, bien, ça prend des niches comme ça, mais au niveau international partout pour que ça rayonne, là. Puis il faut être ouvert à ça, puis être accueillant quand il arrive. On n'a pas du bon vin comme dans la Côte-du-Rhône, mais on est capable de recevoir au mort. On a une qualité d'accueil ici qui a toujours fait la réputation super important, du festival, encore de nos jours. Hein? À plus forte raison au tout début, évidemment, mais après ça, quand le festival a obtenu ses lettres de noblesse, c'était toujours là encore, cette qualité-là. Elle n'a jamais été négligée, la qualité de l'accueil. Je me souviens que j'étais plus à l'organisation du Festival de jazz, mais quand Grappelli est venu, France Gendron puis Pierre Pelletier, qui était maire à ce moment-là, l'avaient invité à leur maison à Bic, en chaise roulante. Il était en chaise roulante, il ne marchait pas, il était devant le coucher de soleil du Bic, à frissonner avec une couverte. Moi, je suis allé le chercher à Québec avec Pierre Pelletier, qui était maire. On est allé chercher à l'aéroport de Québec M. Grappelli avec son secrétaire. Et puis en descendant, écoute, il n'était pas question de prendre l'autoroute. Il voulait voir le fleuve Saint-Laurent. On lui a raconté, en fait, toute l'histoire de la colonisation, de l'installation des Francs. C'était vraiment émouvant que de voir cet homme-là, à son âge, un grand musicien, s'intéresser justement à l'installation des francophones. Après ça, c'est des porte-paroles, ces gens-là. Quand ils s'en vont, ils retournent chez eux en France, ils se disent, il y a une gang, là, il y a une petite gang là, au Québec qui parle français, puis qui font des événements extraordinaires dans un paysage. Ça, on a joué beaucoup là-dessus, depuis le début. Là, on se disait, on va leur dire que c'est beau. C'est pour ça que le thème, l'image, c'était un héron, à un moment donné, qui s'est installé, le bord de mer, le bruit des vagues, la chaleur humaine. On a vraiment mis ça de l'avant. Tout le temps, ça, c'était super important, là, l'accueil, puis... Quand même incroyable. Oui, c'est ça. On a tous, à Rimouski, des moments comme ça, pour ceux qui ont fait du bénévolat, qui ont été dans l'organisation. Ouais. Et ça, on te le doit à toi. Arrête. Moi, je ne veux pas tout prendre ça. Non, mais il fallait que quelqu'un ait l'idée de le faire. À eux autres. Et l'équipe aussi. Oui. Solange, on est maintenant devant ce qu'on appelle la place des anciens combattants, la place des vétérans à Rimouski, qui est devenu un endroit vraiment stratégique pour le Festi Jazz. La place du Festi Jazz. C'est au moment où le Festi Jazz a connu vraiment un tournant qui allait lui donner encore beaucoup plus d'ampleur, à cause, justement, de ce qui allait se produire ici, ce qui était monté ici. Oui, puis il y avait le changement de date aussi, parce que si vous vous souvenez, au début, le Festi Jazz était à la mi-septembre. Oui. Mais on était vraiment trop collés sur le carrousel. Donc, après 5 ans, on s'est distancé un peu pour aller à la fête du travail. Donc, ça permettait aussi des activités extérieures possibles. Parce que trop tard en septembre, c'était trop froid. C'est devenu... Mais là, c'est devenu le cœur de l'événement. Tout à fait. Là, c'est les familles, c'était plus juste une question d'adeptes de la musique de jazz comme telle. C'est devenu une immense fête. Bien oui, puis il y a la rentrée scolaire aussi. Oui. C'est la fête du travail, mais c'est la rentrée scolaire. Les étudiants arrivent. Oui. Donc, le festival a profité de l'occasion pour faire un événement de la rentrée scolaire au cégep.
Donc, le mercredi, jeudi, les premiers spectacles sont plus grand public, musique pour rejoindre cette clientèle-là de jeunes dans la rentrée scolaire. Donc, le chapiteau permet ça parce que permet aussi de différencier des styles, mettre un petit peu plus de blues, un petit peu plus de rap. C'est plus large là, comme musique. Là. Mais pour ceux de la première heure comme toi, là, quand ce virage-là a été pris, je ne sais pas comment ça a été reçu. Bien, moi, j'étais d'un bébé par-dessus la tête. Là. Il y a quelques années que j'ai perdu de vue. Oui. Surtout, là, à partir là, de 92, 93, là, j'ai moins suivi ça. Mais j'ai trouvé qu'ils avaient quand même réussi à garder... ils ont gardé ça en vie. C'est ça qui est important de faire aussi. Cet événement-là, il y a plus que 30 ans aujourd'hui, puis grâce à l'ouverture dans la programmation, ils ont réussi parce que trop pointu... Pendant longtemps, je ne suis pas sûre que ça aurait continué autant que ça, là, tu sais. Puis c'est pas un festival populaire encore aujourd'hui, mais ça rejoint plus de monde possible. Every time I feel the spirit moving in my heart, I pray. Every time I feel the spirit moving in my heart, I pray. Up on the mountain when my Lord spoke. Out of his mouth came fire and smoke. I looked around me and it was fine. I asked the Lord if it was mine. 'Cause every time I feel the Spirit moving in my heart, I pray. Every time I feel the Spirit moving in my heart. Je ne pouvais pas imaginer que tu allais réussir à mettre sur pied toute cette organisation-là puis de la mener là où elle est rendue maintenant. Ah non, on ne savait pas. On n'aurait peut-être pas embarqué dans un projet de même si on savait qu'elle allait être là dans 35 ans. Sérieux? C'est bien trop épeurant de mettre ça sur une ligne du temps comme ça. Quelque chose que tu fais aujourd'hui, que tu dis, ça va être où dans 35 ans? Moi, je ne suis pas capable de fonctionner comme ça. Là. Ça va être où demain? Mais c'était pas une finalité pour toi, dans le fond? Non, c'était le moyen. On avait du fun. C'était bien plus le moment présent que l'aboutissement, mais toujours bien focusé sur l'objectif, par exemple, là, parce qu'on s'en allait quelque part. Mais encore faut-il être capable, que ce soit dans toute ta carrière, disons, là, au Festi Jazz, autant qu'ailleurs, les 300 ans de Rimouski ou le Rosec, être capable d'affronter les difficultés puis de ne pas se décourager face à la montagne. Et toi, tu as cette qualité-là de ne pas t'écraser, hein? Bien, c'est parce que j'ai toujours été une gang. Je suis pas toute seule. Non, mais c'est vrai, j'ai jamais été... C'est trop important, l'équipe, tu sais. Je suis pas capable de foncer toute seule dans un mur, mais si on est... Comme au Rosec, on était 35 diffuseurs de spectacles membres. Tu sais, quand on s'avance quelque part à 35, bien, puis il y a l'équipe du bureau, puis tout ça, mais j'ai jamais été capable de partir en affaires tout seul. C'était toujours en équipe. Oui, mais il faut être rassembleur. Il faut être rassembleur. Ça, par exemple, j'avais peut-être des qualités de rassembleuse, mais à part ça, tout ça, j'aurais jamais fait une affaire de même. Jamais. Puis ça m'a construit. Toute ma vie, moi, ça m'a construit. Si tu avais des choses à refaire, à reprendre, est-ce que tu changerais la manière de procéder ou de t'entourer? Ou... Non, mais il y a peut-être du monde que je connais aujourd'hui. J'aurais été chercher dans le temps que je connaissais pas, mais je peux pas... Je peux pas... non, je changerais rien. Je changerais même pas ma peine d'amour, finalement. Je trouve que c'est une maudite bonne affaire. Merci beaucoup, cher, que je te nomme pas. La peine d'amour du début. Du Festi Jazz, c'est ça. Oui, tu sais, merci. Merci de m'avoir flushé. Les gens qui écoutent qui sont en peine d'amour, peut-être pourraient se dire... Ah, ça, c'est bon. Il y a un message. Canalisez positivement vos énergies, les amis. Tu sais, ça donne des résultats extraordinaires. Hein? Tu peux pas non plus t'écraser pour une personne, il y en a d'autres. Oui. Je te remercie beaucoup. Et longue vie. Merci, Robert, t'as le fun.